Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence en direct sur le stress financier, notamment en situation de Covid-19. Alors, je suis Sarah Bercat, coordonnatrice pour les membres fournisseurs du groupe Entreprises en Santé, et je suis en compagnie de Amine Chbani. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Amine, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Alors, Amine, il est planificateur financier. C'est un passionné du monde des finances personnelles. Alors, pendant ces 10 dernières années, il s'est aperçu qu'il y avait un manque de connaissances et de bases pour que les employés au travail puissent prendre de bonnes décisions par rapport à leurs finances. C'est pourquoi il a créé Fineduc Performance en 2015. C'est une entreprise qui, par l'intermédiaire de ses planificateurs financiers, offre des conseils objectifs et neutres sans aucune vente de produits. Elle offre aussi des conférences et du coaching financier pour les employés. C'est une approche unique puisque Fineduc accompagne les employés à mettre en place des solutions qui agissent sur leur comportement et sur leurs habitudes financières. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des impacts du stress financier sur les entreprises et leurs employés. Quels sont les enjeux? Quelles sont les solutions? Alors tout d'abord, peut-être Amine, commencer par qu'est-ce que c'est le stress financier? Oui, effectivement, merci Sarah, puis bonjour à tous. Écoutez, oui, le stress financier, c'est un mal qui est invisible. C'est-à-dire c'est une situation dans laquelle on peut se retrouver suite à différentes situations qui peuvent nous arriver dans notre vie. Hein. Par exemple, quelqu'un qui se casse une jambe ou quelqu'un qui se sépare. Hein. Automatiquement, ça peut avoir un impact sur ses finances personnelles. Les factures peuvent rester les mêmes et de l'autre côté, notre revenu est moins élevé. Ou on se sépare, donc on avait un revenu combiné à deux, puis d'un seul côté, puis à un moment donné, on a des revenus qui sont moins élevés pour payer pour les mêmes dépenses. Donc le stress financier arrive lorsque nous sommes dans une situation où il y a de l'incertitude. Puis je vais avoir la chance de reparler, je pense, de ce mot-là, incertitude, c'est-à-dire qu'on est parfois même plus capable de payer pour nos dépenses de base ou encore des dépenses extraordinaires. L'endettement peut créer du stress, oui, mais aussi malheureusement parfois un problème de santé physique ou encore une séparation. La naissance d'un enfant jusqu'à un certain point peut créer aussi un stress financier, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas en mesure de subvenir à nos besoins avec notre revenu. C'est ça qui crée le stress. Merci Amine pour ce complément d'information. Alors avant de poursuivre, je rappelle à nos internautes qui nous suivent en direct que vous pouvez poser vos questions directement donc, dans les commentaires ou réagir à ce qui est dit aujourd'hui. Alors on va aborder plusieurs points, mais n'hésitez pas à écrire vos questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors une première question, Amine, comment le Covid-19 peut-il avoir un impact sur le stress financier? Oui, c'est un très bon point. En fait, j'ai parlé tout à l'heure d'incertitude, puisque le COVID-19 apporte aujourd'hui, c'est encore plus d'incertitude. Vous savez, aujourd'hui, il y a 48% des Canadiens qui déclarent souffrir d'insomnie en raison de soucis financiers. Okay? C'est énorme. C'est énorme. Il y a 44% qui disent qu'ils auraient de la difficulté à respecter leurs obligations financières s'ils recevaient leur paye en retard. Alors, imaginez la personne qui a perdu son emploi, qui a été mise à pied, même temporairement, hein, ou le conjoint qui était travailleur autonome ou qui a une entreprise et qui voit son chiffre d'affaires s'écrouler parce qu'il doit fermer. Hein. Et aujourd'hui, hein, puis vous le savez comme moi, Sarah, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Et en fait, aujourd'hui, à cause de ce COVID-19-là, ben, on se retrouve dans le vide. On se retrouve dans une situation où est-ce que hein, on ne sait pas un peu comment, on a un vide devant nous, on a cette incertitude-là, on ne sait pas comment on peut avancer dans ce cheminement-là. Donc, ça crée un stress financier. Est-ce que notre projet de retraite, est-ce qu'il tient toujours? Est-ce que le projet d'achat de la maison, est-ce qu'on le garde encore? On veut avoir un enfant, est-ce qu'on est mieux d'attendre? Donc, c'est tous ces éléments-là, pris l'un avec l'autre, ben, qui créent ce stress supplémentaire-là, qui crée cette situation où est-ce que la personne se dit, ben là, moi, je ne pense pas que je vais être capable d'avoir ce stress-là sans passer en mode solution, essayer d'avoir de l'aide ou du moins avoir des solutions face à elle.
Alors, dans la santé, Amine, dans Ouais, la santé en milieu de ouais. travail, on a l'habitude d'entendre parler de santé, tout ce qui est physique, saines habitudes de vie. On entend parler de la santé psychologique, éventuellement le stress que l'on peut avoir par rapport aux pratiques de gestion. C'est quand même Mhm. un peu nouveau d'entendre parler de stress financier. Ouais, Quels sont les impacts du stress financier sur la santé de nos employés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? absolument, absolument. Puis, je vais aussi en profiter pour parler peut-être aussi de la santé de l'entreprise, parce que quelque part, les deux sont reliés. En réalité, euh, l'impact du stress financier sur la santé de vos employés ou sur la santé des employés de manière générale, vous avez en fait simplement à vous poser la question suivante. Si une personne rentre au travail et elle est préoccupée par ses finances, okay, pour plusieurs raisons, hein, j'en ai énuméré tout à l'heure, mais il peut y en avoir plusieurs. Ben, une des choses qu'elle va faire durant son travail, durant son horaire de travail, ben, c'est essayer de régler ces solutions-là. Okay? Et plus cette personne-là va penser à ses problèmes financiers, plus ça va lui créer un stress et plus ça va avoir un impact sur sa santé. J'ai parlé tout à l'heure du manque de sommeil. Imaginez une personne qui manque de sommeil régulièrement à cause des finances. Vous pouvez facilement faire des liens avec l'hypertension artérielle ou la mauvaise alimentation. Ça peut aller jusqu'à une tension avec ses collègues de travail. Ça peut aller jusqu'à des tensions avec ses relations personnelles, avec tout ce qui peut s'en suivre, c'est-à-dire des maladies parfois cardiovasculaires. Hein, quand on est stressé, on peut développer un ulcère, comme vous le savez. Eh bien, le stress financier a un impact sur ces maladies-là, hein, qu'on dit des maladies qui sont dues au stress, et ultimement sur la santé de l'employé et donc sur la santé financière de l'employeur. Parce qu'un employé qui passe du temps à, euh, à régler ses problèmes financiers pendant ses heures de travail, ben on s'entend que ça peut créer un problème. La personne est moins productive. C'est ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire que la personne est là, mais en réalité, elle fait autre chose. Elle Tout s'occupe à fait. d'autres choses. Et donc ça, concrètement, ça a un impact sur la santé de l'employé et ultimement sur la santé de l'employeur. Et donc ces deux éléments-là combinés font en sorte que oui, il faut agir. Je pourrais vous sortir une tonne de statistiques, hein, on pourra en parler si vous voulez, mais l'idée, ce qu'il faut bien comprendre et garder ça simple, c'est que quand on est stressé, sachant que le stress financier, c'est la source de stress numéro un des employés aujourd'hui, ben, ça a un impact sur le sommeil, sur la santé physique. On a parlé d'hypertension artérielle, maladie du cœur aussi, mais aussi sur la santé psychologique. Hein. Parfois, on a des gens, malheureusement, qui sont directement dans vos entreprises et qui nous appellent. On a des programmes spécifiques pour ça. Ils nous appellent, ils nous disent, regarde, j'arrive plus à dormir. J'ai des problèmes avec mon conjoint. J'ai pris un arrêt maladie. Et donc, automatiquement, cet arrêt maladie-là, il y a peut-être d'autres facteurs, mais le facteur principal, c'est le facteur santé et stress financier. Alors effectivement, Amine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé de l'impact sur la santé physique, sur la productivité, hein, quelque chose dont on a beaucoup parlé cette semaine. Hein. Effectivement, un employé qui est stressé, qui a la tête occupée ailleurs est moins productif. Exact. On peut même parler parfois de risque d'accident, hein, pour des postes de travail où on est à manipuler des machines ou autre type de produits. Ça a un impact sur la personne et sur l'entreprise, mais on peut, Absolument. quand on n'est pas concentré sur sa tâche, aller jusqu'à malheureusement un accident professionnel. Mm-hmm, mm-hmm, Donc l'impact, vous l'avez dit, est énorme. absolument. Alors, pourquoi les entreprises doivent s'impliquer dans la santé financière de leurs employés? Est-ce que ce n'est pas un peu trop personnel? Est-ce que cela ne pourrait pas être perçu comme trop intime? Ouais. C'est un très bon point, ça, Sarah. En fait, l'idée, quand on parle de santé financière ou de stress financier, c'est sûr que vous allez me passer le terme, c'est pas sexy. C'est-à-dire que quand on en parle, parler de finances, c'est plate. On s'entend là. Quand on parle de finances, c'est pas aussi agréable de dire on va avoir un nouveau gym dans notre entreprise
où on va manger santé cette semaine, on va vous ramener des fruits, on va vous ramener des déjeuners santé, etc., etc. C'est beaucoup moins, j'allais pas dire agréable, parce qu'on peut parler de finances et rendre ça agréable, mais c'est beaucoup moins flash et, encore une fois, sexy que les autres programmes. Par contre, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, puis il y a des statistiques qui sortent de l'Association canadienne de la paie régulièrement, 82% des employés qui sont prêts à ce que leur employeur leur parle de santé, de stress financier, d'apporter des solutions. Donc, les employés sont prêts. Maintenant, c'est le comment on le fait. C'est sûr, ça c'est mon avis, puis à chaque fois que je vais dans une entreprise, c'est le message que les personnes en RH me disent, c'est pas le rôle des RH. Le rôle des RH, c'est pas de donner des séances de coaching ou de répondre à des questions d'ordre financier aux employés. Okay? Le rôle des RH est là pour dire, regarde, on a des solutions pour toi, et à partir de là, on va te les proposer. Le principal défi au niveau financier, c'est qu'il faut que ça reste beaucoup plus confidentiel, pour ne pas dire 100% confidentiel, que lorsqu'une personne doit consulter. D'ailleurs, nous, notre programme de coaching financier, lorsqu'on l'offre, d'accord, il y a certaines entreprises qui nous demandent de le faire à l'extérieur de leur établissement. Comme ça, l'employeur n'est pas au courant qui est venu nous consulter. Donc, il y a cet enjeu-là de confidentialité au niveau de la santé, de la santé financière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut absolument prendre en considération, c'est l'engagement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise doit être prête à faire cet effort-là, mais de manière positive. Ça veut dire qu'on va parler de santé financière et de stress financier de manière positive. D'ailleurs, nous, notre objectif, c'est d'aider les employés à avoir du plaisir à s'occuper de leurs finances. Et quand on dit plaisir, les gens me disent, ben là, plaisir et finances, vous êtes sûr, là, on peut mettre ça dans la même phrase? C'est pas si sûr que ça. Il y en a qui ont du plaisir, mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est de parler de finances de manière positive. Donc, lorsqu'on parle de pourquoi les entreprises doivent s'impliquer, parce que, ultimement, les employés demandent. Et le deuxième élément, qui est peut-être plus mercantile, qui est peut-être plus relié à l'argent, c'est que le statu quo coûte de l'argent à l'entreprise. Le statu quo aujourd'hui, le fait de ne rien faire, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Puis, je vais prendre un exemple très simple. Une personne qui est stressée financièrement, là, puis il y a des sondages qui sortent à chaque année, notamment Manuvie, là, qui sort ça, qui dit qu'elle passe en moyenne, puis là, j'ai arrondi ça, là, 5 heures par semaine à régler ses finances. Une personne qui est stressée financièrement. Si elle est payée 20 $ de l'heure, ça vient de coûter 100 $ par semaine à cette entreprise-là. Donc, pour un seul employé, ça peut facilement coûter, pour faire un chiffron, 3 000 ou 4 000 $ par année. Imaginez si vous avez 5 employés qui sont stressés, vous voulez passer à 20 000. Puis là, parce que vous ne faites rien. Vous ne faites rien, ça vient de coûter 20 000 $ à l'entreprise. Donc, le statu quo coûte de l'argent. Puis là, on parle simplement de la productivité. Si on veut aller plus loin, parler du coût des assurances collectives, imaginez un petit peu l'impact. Une de ces personnes-là est encore plus stressée, elle va en dépression, arrêt maladie, ou elle fait une erreur, comme Sarah tout à l'heure l'a mentionné, dans son travail, ça vient de coûter de l'argent en plus à l'entreprise. Donc, le statu quo coûte de l'argent. Et c'est ça l'élément central qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle de santé et de stress financier. Donc, oui, il faut en parler. Les employés sont prêts à le faire, sous certaines conditions, mais ils sont prêts. Et deux, le statu quo coûte de l'argent. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous l'aviez constaté avant, c'était déjà un souci pour les gens, un stress quotidien, même si ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas. Mais aujourd'hui, plus que jamais, avec la situation actuelle, on peut quasiment dire que ça a doublé le stress. Même si les gens ont gardé leur travail, il y a toujours cette charge mentale de savoir est-ce que je vais avoir mon travail longtemps, est-ce que je devrais économiser, avoir un plan de secours. Donc, vous avez bien effectivement expliqué l'importance d'en parler et de proposer des solutions en tant qu'employeur pour ses employés. Alors, en parlant de solutions, quelles sont les solutions qui existent actuellement auxquelles les employeurs peuvent avoir accès et rapidement pour prendre très rapidement action pour leurs employés?
Ouais. Moi, écoutez, ça aussi, c'est un très bon point parce qu'il faut parler aussi de solutions. Il y a des solutions qui sont très faciles à mettre en place. Par exemple, une des premières recommandations que je vais vous faire, c'est faire un sondage à l'intérieur de votre organisation pour déterminer quel est le niveau de santé financière de vos employés. En fait, c'est très simple. Vous pouvez sous-traiter ça. Nous, par exemple, on offre ce produit-là gratuitement. On peut faire un sondage auprès de votre organisation pour déterminer quel est le niveau de stress financier. Mais il y a d'autres firmes qui peuvent potentiellement l'offrir. OK? Pour l'idée, c'est de savoir par où on part. C'est quoi notre point de départ? C'est l'élément numéro un. Par la suite, une fois que vous avez fait ça, ma deuxième recommandation, c'est faire affaire avec des professionnels. S'il vous plaît, sous-traitez ça. Quand vous avez, quand vous parlez de gym, ce n'est pas la DRH qui se met en jogging puis qui va faire le gym pour tout le monde. Vous allez contracter des personnes. Quand vous appelez des massothérapeutes, vous faites la même chose. Alors, au niveau financier, je comprends que les gens à l'intérieur de votre organisation peuvent avoir des connaissances. Mais faites attention, il y a une responsabilité légale aussi qui peut suivre. Donc, faites affaire avec des professionnels. Moi, je vous recommande de faire affaire avec des planificateurs financiers. Ils sont accrédités, ils ont leur diplôme, ils sont inscrits auprès du QPF, ils ont été formés pour ça. Donc, faites affaire, s'il vous plaît, avec des planificateurs financiers. C'est extrêmement important de faire affaire avec des professionnels. Quand on va acheter ou vendre une maison, on ne fait pas affaire avec quelqu'un qui a de l'expérience dans l'achat et de la vente. On fait affaire avec un notaire. Quand on a besoin d'un avis légal, on ne va pas voir le beau-frère, on va faire affaire avec un avocat. C'est la même chose au niveau des finances. Vous voulez avoir des solutions, s'il vous plaît, faites affaire avec un planificateur financier. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est de mettre en place effectivement toute la partie outils, conférences. On donne par exemple, nous, des conférences sur tous les sujets qui touchent les finances personnelles. Donc, il faut trouver quelque chose de positif à mettre en place. Donc, la décision, c'est est-ce qu'on le fait à l'intérieur, à l'extérieur, comment on fait pour préserver la confidentialité des gens, pour rendre ça positif. Offrir effectivement des séances de coaching financier individuel parce que en plus de la conférence, les employés vont avoir besoin d'un suivi personnel, individuel. Donc, je vous invite à offrir ce service-là, bien entendu, par l'intermédiaire d'un planificateur financier. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez avoir des employés qui préfèrent la partie en ligne. Donc, offrez vos outils en ligne, offrez de l'assistance en ligne, offrez des conseils en ligne. Puis j'irai même, c'est drôle, mais avec ce COVID-19-là, il y a plus de monde qui offre des conférences en ligne, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, une discussion en ligne. La conférence en ligne peut aussi se faire. Puis on peut parler de finances aussi en ligne, ça peut très, très bien aller. Puis à la rigueur, ça se fait à l'extérieur des heures de travail. Donc, ça marche aussi. Les employeurs peuvent être aussi, les employés peuvent être intéressés aussi à cette formule-là. Donc, l'idée, c'est d'offrir, comme je l'ai mentionné, un sondage. Ensuite, vous y allez avec des professionnels, bien sûr. Troisième élément, vous offrez tout ce qui est conférences, etc., bien sûr. Mais n'oubliez pas aussi la partie en ligne qui peut aussi créer énormément de valeur pour votre organisation. Puis il y a plusieurs solutions, bien sûr, qui peuvent être reliées à cette partie-là en ligne, notamment des jeux ou encore des concours. Tout ça peut se faire de manière positive. Et ça se fait. On en fait régulièrement dans les entreprises. Tout à fait, Amine, merci pour ces très bonnes idées. Et puis, je retiens, vous avez dit des choses très importantes tout au long de la conférence, de consulter ses employés, de savoir quels sont leurs besoins, d'y aller par étapes, de faire des choses simples. C'est un peu comme l'activité physique. Absolument. Tout le monde ne peut pas installer un gym dans son entreprise, mais ça peut être offrir une journée défi santé, ça peut être… Eh bien là, c'est la même chose. On n'est pas obligé de partir sur un énorme programme, mais juste une journée de sensibilisation sur les finances. Déjà, c'est un premier pas. Vous l'avez dit, vous avez également parlé de faire appel à des professionnels, ce qui garantit aussi la confidentialité, de montrer aux gens que voilà, ça reste quelque chose à part, géré par un professionnel qui a des accords de confidentialité, et ça résout toutes les barrières, les problématiques que l'on peut se mettre en tant qu'employeur ou employé. Donc vraiment des mots-clés qu'on peut retenir de vos réponses aujourd'hui. Alors, une autre question, Amine, quels sont les potentiels impacts si l'entreprise n'agit pas? Si malgré notre séance d'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Oui, c'est sûr. Puis écoutez, je l'ai mentionné tout à l'heure, le statu quo, potentiellement, il peut coûter de l'argent.
Hein? Donc, comme je l'ai mentionné, une personne là ou une entreprise qui se dit, ben là, moi, regarde, moi, ça m'intéresse pas, ou c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que un sujet tabou, délicat, c'est plus personnel, etc. Puis je comprends ça. Moi, je le vis régulièrement lorsque je rencontre les entreprises me le disent. Donc, c'est une réalité que je vois. Sauf que, ben, si l'entreprise n'agit pas, il peut y avoir des erreurs, le coût des assurances collectives peut augmenter et ça coûte de l'argent avoir un employé qui est stressé financièrement et qui est sur le plancher. J'ai un exemple que je veux partager avec vous. J'ai travaillé avec un bureau d'architecte il y a quelques mois et en fait, le bureau d'architecte m'a contacté lorsque un huissier est venu au sein de l'organisation pour faire une saisie de salaire pour un des employés. Un bureau d'architecte, on pourrait se dire, ben là, un bureau d'architecte, écoute, ils ont tous des bons revenus, tout ça. Faites attention à ça. C'est pas parce qu'on a un bon revenu qu'on a une saine gestion de nos finances. C'est pas parce qu'on a un bon revenu qu'on n'est peut-être pas plus endetté ou avoir plus de problèmes. Séparation, naissance d'un enfant, il y a beaucoup d'événements de vie qui font en sorte qu'une personne peut être stressée financièrement. Puis un élément que je veux rajouter par rapport à ça, et ça, souvent, on l'oublie lorsqu'on parle de finances. On va parler d'outils, on va parler de budget, on va parler, ah, c'est beau les outils, c'est beau les budgets. Vous avez raison. Hein? Un des points de départ, c'est le budget. Un des points de départ, c'est fixer ses objectifs. Mais je vous dirais, avant ça, pour la majorité de vos employés qui vont avoir des difficultés, et c'est un peu la raison pour laquelle on le fait, il faut travailler sur les comportements et sur les habitudes ou les saines habitudes financières. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en faisant un budget. Ça se fait avant de faire un budget. Hein? On a d'ailleurs développé une approche qui s'appelle les finances, c'est dans la tête, pas dans la poche. Hein? Qui met clairement l'emphase sur le fait que c'est là que ça se passe en premier. Ensuite, on va pouvoir faire notre budget. Ensuite, on va pouvoir fixer nos objectifs. Mais d'abord, on doit travailler sur notre relation avec l'argent et sur les comportements. Et c'est ces éléments-là, souvent, qui sont invisibles, que l'entreprise ne voit pas. Donc, elle dit, ben, regarde, je ne vais pas investir là-dedans, c'est tabou, etc. Ne pas investir coûte de l'argent, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais ne pas investir ou investir d'une manière où est-ce qu'on ne travaille pas réellement sur certains enjeux qui sont les comportements et les habitudes, bien, on vient finalement peut-être mettre une patch qui n'est pas une réelle solution à moyen ou à long terme. Hein. Donc, il faut vraiment regarder, tout est relié. Hein. Lorsqu'on parle de finances, là, il faut vraiment relier les comportements, les habitudes avec les autres outils là, qui sont généralement connus dans le milieu des finances. Oui, tout à fait. On revient aussi donc à la méthode des petits pas dont on parlait, d'y aller progressivement et dans l'ordre. Alors, justement, une dernière question, Amine, qui intéresse les employeurs, c'est quels sont les meilleurs interlocuteurs pour parler de finances? Vous avez parlé des ressources humaines à un moment donné, mais est-ce qu'un gestionnaire peut aborder ce sujet-là dans la consultation de son équipe? Est-ce que ça peut être un comité santé mieux-être, des comités qui sont en place dans des entreprises qui s'intéressent à la santé globale de manière générale? Est-ce que vous avez d'autres recommandations? Écoutez, moi, je vais vous dire, toutes ces réponses, entre guillemets, sont bonnes. C'est-à-dire que le fait d'en parler, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, faites attention à le moyen de communication. Moi, je vous dirais qu'un des moyens de communication, c'est qu'il faut que ça se fasse dans un esprit positif, que vous ayez des professionnels qui vous back, excusez le terme, c'est-à-dire des planificateurs financiers ou des professionnels dans le monde de la finance qui savent de quoi ils parlent quand ils viennent parler avec vos employés, qui ont un code d'éthique, qui ont un code d'intégrité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la confidentialité. Et oui, ça peut passer, souvent ce qu'on voit, ça va passer par exemple, un comité de retraite va faire ça, un comité de santé et mieux-être va faire ça. Les DRH vont en parler, mais souvent les DRH, en tout cas moi, ce que j'ai eu la chance de faire avec certaines entreprises, c'est qu'ils vont soit m'inviter, soit inviter quelqu'un de mon équipe pour venir leur parler du programme, pour venir leur parler des solutions. Parce que souvent, les gens ne savent pas ce qui est offert. Parce que les gens, intuitivement, lorsqu'ils vont entendre parler de finances, ils vont se dire, ah, ben, c'est peut-être un conseiller qui va venir me parler d'une banque ou c'est une personne qui… Bon, non, il n'y a pas seulement eux comme interlocuteurs.
Il y a d'autres interlocuteurs aujourd'hui sur le marché, notamment des planificateurs financiers qu'on va appeler indépendants ou une firme comme la nôtre, qui va venir offrir ces services au sein de l'entreprise de manière complètement objective et neutre. Et l'idée, c'est que, et ça c'est un conseil aux entreprises, faire une conférence pour dire qu'on parle de santé financière, c'est peut-être pas la solution miracle. C'est pas en faisant venir quelqu'un pendant une fois, une année, ça y est, que tous les problèmes financiers de tous les employés sont réglés. Souvent, c'est un cheminement. Moi, je dis que la conférence, c'est le point de départ. Et c'est un très bon point de départ. Hein? Par exemple, la solution de Lunch and Learn. Hein? Vous invitez tous vos employés à un dîner et on parle de finances. Ça peut être aussi une belle entrée en matière. Puis les gens vont venir. Dépendamment comment on le présente, les gens vont venir. Donc, ça peut être aussi une bonne manière de parler de ça ou de le présenter. Et à partir de là, dépendamment des enjeux dans l'entreprise, on avance et je l'espère, on s'assure que les gens aient plus de plaisir à s'occuper de leurs finances. C'est ça le but. Alors, merci beaucoup, Amine. On va terminer sur ce très bon conseil. Un grand merci pour la qualité de cette conférence. Je pense que vous avez apporté beaucoup de pistes de réflexion et de solutions. Je rappelle que Amine Chbani est un membre fournisseur du groupe Entreprises en Santé. Il est très présent et très engagé. Vous pouvez retrouver sur notre site, dans le répertoire des fournisseurs, tous les services qu'il offre et un peu plus de détails sur ce qu'il fait. Il est également très actif en ce moment, comme il l'a dit, c'est les activités en ligne qui prennent le pas dans la situation actuelle. Quant à nous, pour le groupe Entreprises en Santé, je vous invite à suivre toutes nos activités également en ligne. La semaine prochaine, vous aurez un autre thème. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Amine. Au plaisir de vous revoir. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Au revoir.